Bonjour, ce qu'on va corriger aujourd'hui, c'est le sujet, l'exercice 4 sur la géométrie dans l'espace, de sujet Amérique du Sud du 27 septembre 2022. Donc c'était le jour numéro 2 si vous recherchez le sujet. Voilà, c'est exercice 4 et donc ça porte sur tout ce qui est orthogonalité et produits scalaires. Donc il y a des plans, il y a des vecteurs normaux, il y a des représentations paramétriques de droite, il y a des équations cartésiennes de plan. Voilà, il y a tout plein de choses, c'est assez complet. Il y a un calcul d'angle aussi avec la formule du produit scalaire qui utilise le cosinus. Donc faites-le, c'est vraiment un sujet d'entraînement assez formateur. Voilà, on y va. Alors, dans l'espace muni d'un repère orthonormé O et JK, on considère les points. Voilà, on a 3 points, on a une petite figure qui est faite. Alors, tout au long de l'exercice, on pourra la regarder ou pas. On n'a pas vraiment besoin de la regarder pour faire cet exercice. Donc, question 1, petit a, justifier que les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors, pour montrer que 3 points ne sont pas alignés, une méthode, c'est de montrer que, eh bien, lorsque vous prenez un premier vecteur formé à partir des 2 points, donc A et B par exemple, et un deuxième vecteur formé à partir de 2 autres points pas choisis parmi les 3, eh bien, ces 2 vecteurs ne sont pas collinéaires. S'ils ne sont pas collinéaires, les points ne sont pas alignés. Et si les vecteurs sont collinéaires, eh bien, c'est que les points étaient alignés. On va donc calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC, par exemple. On aurait pu faire avec AB et BC, ou AC et BA, ou des choses comme ça. Prendre 2 vecteurs formés à partir des 3 points. Donc moi, je vais prendre AB et AC. Donc, coordonnées du vecteur AB, eh bien, ce sont les coordonnées du point B à qui il faut retirer les coordonnées du point A. Et donc, AB a donc pour coordonnées 6, moins 4, moins 2. Hop. De la même manière, je calcule les coordonnées du vecteur AC. Donc le vecteur AC, j'ai pris les coordonnées du point C qui sont données dans l'énoncé. Donc 2, 4, 0. J'ai retiré les coordonnées du point A qui sont 0, 8, 6, comme dans le premier vecteur. Et donc les coordonnées du vecteur AC, eh bien 2 moins 0, ça donne 2. 4 moins 8, ça donne moins 4. Et 0 moins 6, ça me donne moins 6. Alors, les vecteurs AB et AC sont collinéaires si et seulement si, eh bien, il existe un cas, un réel cas, tel que AB est égal à K fois AC ou AC est égal à K fois AB. Alors, moi, je vais regarder ce qu'apporte comme condition, eh bien, le fait que AB soit égal à K fois AC. Eh bien, dire que AB est égal à K fois AC, c'est équivalent à dire que eh bien, les coordonnées de AB sont égales à K fois les coordonnées de AC. Donc ça voudrait dire que les coordonnées de AB, que j'inscris ici, sont égales à K fois les coordonnées de AC. Donc ça veut dire que K fois 2, K fois moins 4, donc moins 4K, et K fois moins 6, donc moins 6K. Et ça, en fait, si j'essaie du coup de trouver la valeur de K, eh bien, la première ligne me dit que K est égal à 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. La valeur de K dans la deuxième équation, eh bien, me dit que K est égal à moins 4 divisé par moins 4, c'est-à-dire K égale 1. Donc déjà, on voit que c'est impossible. Et ici, K est égal à moins 2 divisé par moins 6. Eh bien, moins 2 divisé par moins 6, c'est égal à 1 tiers. Donc, on voit que ce système, finalement, n'a pas de solution, puisque K ne peut pas être égal à la fois à 3 et à 1 et à 1 tiers. Donc voilà, donc ça, c'est impossible. Et donc, si ce système est impossible, eh bien, c'est qu'il n'existe pas de K qui vérifie ce système. Donc, il n'y en a pas qui vérifie ce système, puisqu'ils sont équivalents. Et donc, il n'y en a pas qui vérifie cette égalité, puisqu'il y a là encore une équivalence. Donc, ça veut dire que eh bien, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, ce qui veut dire que eh bien, les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc au passage, des points qui ne sont pas alignés dans l'espace, eh bien, ils définissent un plan. Donc on pourra définir le plan ABC. Voilà. On passe à la question 1 petit b. Alors dans la question 1 petit b, on nous dit montrer que le vecteur n de coordonnées 1, 2, moins 1 est un vecteur normal au plan ABC. Alors, pour ce qui est de la stratégie, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan ABC, quand je ne connais pas l'équation cartésienne du plan, eh bien, en fait, je vais essayer de montrer
que le vecteur n eh bien, est en fait orthogonal à deux vecteurs qui dirigent le plan ABC. Alors bien sûr, il faut que ces deux vecteurs ne soient pas collinéaires. Donc par exemple, AB et AC conviennent très bien. Donc, il va falloir que je montre qu'il y a ici eh bien, de l'orthogonalité entre les vecteurs. À partir de ce moment-là, si n est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinéaires du plan ABC, eh bien c'est que n est un vecteur normal au plan. Alors maintenant, je vais, pour montrer que le vecteur n est orthogonal à AB et à AC, eh bien je vais utiliser le produit scalaire. Il va falloir que le produit scalaire soit égal à 0. Bon, il se trouve que j'ai un repère, que j'ai des coordonnées. Le vecteur n, vous voyez, on m'a donné des coordonnées. Donc je vais utiliser plutôt la formule analytique du produit scalaire, c'est-à-dire celle avec des coordonnées. Cette formule n'est vraie que dans les repères orthonormés, puisque dans la démonstration, on a besoin de ça pour la trouver, cette formule. Donc ici, tout de suite, je vais rajouter que le repère est orthonormé. C'est ça qui va me permettre d'utiliser la formule analytique du produit scalaire. On y va. Alors, je vais commencer par n scalaire AB. Alors, le vecteur AB, vous avez déjà calculé les coordonnées dans la question précédente, donc je vous renvoie à la question précédente. Alors, la formule pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs avec les coordonnées, c'est x, x' plus y, y' plus z, z'. C'est x, y, z sont les coordonnées du premier et x', y', z' sont les coordonnées du deuxième. Formule très connue dans votre cours. Donc, je reprends les coordonnées du vecteur n, 1, 2, moins 1, et les coordonnées du vecteur AB, qui étaient 6, moins 4, moins 2. Donc, je vais multiplier 1 avec 6, donc x, x', plus 2 fois le y du vecteur AB, c'est-à-dire moins 4, plus moins une fois le z du vecteur AB, c'est-à-dire moins 2. Alors, je trouve 6, moins 8, moins 1 fois moins 2, plus 2. Je trouve, sans trop de surprise, 0, puisqu'on m'avait demandé de montrer que n était un vecteur normal au plan. Je m'attendais à trouver 0 pour le produit scalaire de n avec AB. Donc ça ne suffit pas par contre. Hein. Si n est orthogonal à AB, ça ne veut pas pour autant dire que n est un vecteur normal. Il faut vraiment être orthogonal à un deuxième également. Donc du coup, je vais également calculer n scalaire AC. Les coordonnées du vecteur AC, je les ai calculées dans la première question, donc je vais m'en resservir. Donc ça va me donner une fois plus 2 fois plus moins une fois, donc c'est-à-dire le même début que le produit scalaire qui est là, donc les coordonnées de n que je vais chacune multiplier par les coordonnées du vecteur AC. Donc AC, il avait pour abscisse 2, coordonnées moins 4, et pour cote, moins 6. Donc je m'attends également à trouver 0, on va vérifier. Donc 1 fois 2, 2, 2 fois moins 4, moins 8, et moins 1 fois moins 6, plus 6, ce qui donne à nouveau 0. Donc finalement, n est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinéaires de ABC. Donc ABC avec les parenthèses, c'est la notation pour le plan. Si vous ne mettez pas de parenthèses, ce serait une notation pour un triangle. Donc on fait attention à ça. Et donc, eh bien, on a ce qu'on voulait, c'est-à-dire que n est un vecteur normal au plan ABC. Cela nous amène à la question 1C. Dans la question 1C, déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Alors, pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, eh bien, il me suffit de connaître un point du plan. Alors, comme le plan s'appelle ABC, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez choisir A ou B ou C. Bon, moi, traditionnellement, je prends le premier auquel vous pensez en général, donc le point A. Et il faut que vous connaissiez un vecteur normal au plan. À partir du moment où vous avez ces deux informations, vous pouvez trouver une équation cartésienne du plan ABC. Donc, je vais écrire les deux informations qui vont me servir. N est un vecteur normal au plan ABC et A appartient au plan ABC. Donc, une équation cartésienne du plan ABC est... Et donc, eh bien, l'équation du plan que je vais écrire va commencer par les coefficients, les coordonnées du vecteur n associées à x, y et z. Donc là, je vois 1, 2, moins 1. Donc ça va être 1 fois x plus 2 fois y moins 1 fois z.
égal, alors pour l'écrire, moi la technique que je vous donne, hein, c'est de réécrire ça de l'autre côté du égal avec les coordonnées de A à la place de x, y et z. Alors bien entendu, vous n'aurez pas tout de suite une équation cartésienne, hein, puisqu'il faut avoir 0 dans le membre, par exemple, de droite pour avoir une équation cartésienne. Pour l'instant, on ne va pas avoir 0, mais c'est pas grave, on va la transformer après. Donc, une fois xa plus 2 fois ya moins une fois za. Et donc, cette équation est équivalente à, donc ça va nous donner x plus 2y moins z égale une fois xa, donc ça fait une fois 0, plus 2 fois ya, donc ça fait 2 fois 8, plus une fois za, donc plus une fois 6. Ce qui est équivalent à x plus 2y moins z, et donc égal à 0, 8 et 8, 16, 16 et 6, 22. Donc ça va nous donner ici 22. Alors non, ça ne donne pas 22, hein, parce que ici, c'est pas plus une fois 6, c'est moins. J'ai mal recopié, donc c'est moins ici. Donc on va avoir 2 fois 8, 16, 16 moins 6, 10. Donc on obtient ça. Alors là, ce n'est pas encore cartésien à partir du moment où on a encore 10 dans le membre de droite. Hein, donc rigoureusement, il faut ici transposer le 10. Et voilà, pour notre équation cartésienne du plan ABC. Donc on a fini la question 1C. On va pouvoir passer à la question 2. Alors, observez que j'ai laissé ici que le repère devait être orthonormé, hein, parce que cette formule, quand on la sort du cahier de cours, elle provient, encore une fois, de la formule analytique du produit scalaire, c'est-à-dire celle avec les coordonnées, qui n'est vraie que dans les repères orthonormés. Alors, ça nous amène à la question 2. On voit deux nouveaux points. Ici, on introduit deux nouveaux points, D et E, les points de coordonnées, voilà, 0, 0, 6, 6, 6, 0. Question petit a, déterminer une représentation paramétrique de la droite DE. Alors, pour obtenir une représentation paramétrique de droite, déjà, je n'ai pas besoin d'être dans un repère orthonormé. Donc, vous voyez, j'ai enlevé le mot orthonormé. Alors, vous pouvez l'écrire à chaque fois. Hein, bien sûr, un jour de bac, c'est pas faux. Moi, je fais exprès de l'enlever ici quand je peux, histoire de bien appuyer sur quelles sont les formules qui utilisent le fait que le repère est orthonormé, quelles sont celles qui ne l'utilisent pas. Donc là, pour les représentations paramétriques de droite, ça n'utilise pas le fait que le repère est orthonormé, puisqu'on n'utilise pas concrètement le produit scalaire ici. Alors, j'ai besoin d'un point de la droite pour connaître une représentation paramétrique de droite. Alors là, la droite s'appelle DE, donc j'ai le choix, soit je prends D, soit je prends E. Et j'ai besoin d'un vecteur directeur de la droite. En général, on note plutôt U. Et à partir de là, je vais réussir à trouver une représentation paramétrique de cette droite DE. Alors, pour le vecteur directeur U, bon, on ne me donne pas explicitement, sauf que je sais que la droite s'appelle DE. Donc concrètement, je sais que le vecteur DE peut faire office de vecteur directeur U. Donc en fait, mon vecteur directeur, ça va être DE, et puis je vais appliquer ma petite formule. Alors, je peux commencer par dire déjà que j'ai un point de la droite, donc D de coordonnées 0, 0, 6 appartient à DE. Maintenant, il me faut le vecteur directeur que je vais choisir. Donc, le vecteur directeur que je vais choisir, c'est DE. J'aurais pu choisir ED, par exemple. J'aurais pu choisir 3 fois DE, ou n'importe quel vecteur collinéaire à DE. Bon, le plus simple, c'est peut-être de prendre DE. Et donc, je vais avoir les coordonnées du point E moins les coordonnées du point D. Les coordonnées du point E sont 6, 6, 6. Non, 0 à la fin. Hop, 6, 6, 0. Je retire les coordonnées du point D, elles sont marquées là, hein, donc 0, 0, 6. Donc finalement, DE a pour coordonnées 6, 6, moins 6. Et donc je vais quand même dire que DE est un vecteur directeur de la droite DE, hein, même si on enfonce des portes ouvertes, encore une fois. Hein. Donc DE est un vecteur directeur de la droite DE. Donc faites bien attention, droite DE, pareil, parenthèse autour. Donc une représentation paramétrique de DE est,
Alors, représentation paramétrique x, y, z, systématiquement. Coordonnées du point de référence, donc moi je choisis D, donc 0, 0, 6. À qui je dois rajouter les coordonnées du vecteur directeur fois le nom de paramètre que j'ai choisi. Donc là, je vais dire plus 6, je vais prendre le paramètre t. Donc plus 6t, plus à nouveau 6t, et ici, moins 6t. Alors ici, je peux ne pas marquer 0 plus 0 plus, puisque 0 plus 6t, ça fait 6t, 0 plus 6t, ça fait 6t. Donc en fait, ça donne x égale 6t, y égale 6t, et z égale 6 moins 6t. Et je précise que t va balayer l'ensemble des réels pour avoir l'ensemble des coordonnées des points de la droite DE. Alors, question suivante, on me dit 2b, donc montrer que le milieu I du segment BC appartient à la droite DE. Alors, déjà, première chose que je peux faire pour montrer que le point I milieu du segment BC appartient à la droite DE, le mieux, ce sera peut-être de... tout simplement de déjà trouver les coordonnées du point I. Et ensuite, je regarderai si les coordonnées du point I, quand je les mets dans la représentation paramétrique de la droite DE, eh bien, ils vérifient la représentation paramétrique ou pas. Donc, première chose, trouver les coordonnées de I, le milieu du segment BC. Donc, I est le milieu du segment BC. Un segment, ça se note avec des crochets. Donc, eh bien, vous avez que l'abscisse du point I, ça va être tout simplement la moyenne des abscisses des points B et C. Donc, c'est XB plus XC sur 2. Et donc, c'est égal, donc ça, formule vue en seconde, dans le plan et vue dans l'espace, donc en terminale. Mais c'est exactement la même avec une coordonnée en plus. Donc, XB plus XC, donc il suffit d'aller reprendre les coordonnées de B et de C. Donc, ça donne 6 plus 2 divisé par 2. Ce qui donne 6 plus 2, 8. 8 sur 2, 4. Ensuite, YI, c'est YB plus YC. Donc pareil, la moyenne des deux, s'il est au milieu, ce point I du segment. Et donc YB plus YC, donc ça fait 4 plus 4. Divisé par 2. Donc 4 plus 4, 8, divisé par 2, 4 à nouveau. Et ZI, donc c'est ZB plus ZC divisé par 2. ZB, c'est 4, ZC, c'est 0. Donc on obtient 4 plus 0 divisé par 2, ce qui donne 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Donc en fait, les coordonnées de I sont 4, 4, 2. Voilà, maintenant la question c'est est-ce que I, dont on connaît les coordonnées, appartient à la droite DE. Et donc là, je vais vous renvoyer à la question juste précédente qui parle des coordonnées, de la représentation paramétrique de la droite DE dans le repère OIJK. Alors, je peux vous la renoter ici. C'était x égale 6t, y égale 6t et z égale 6 moins 6t. Et donc t balayant R. Donc pour savoir si le point I appartient à la droite DE, eh bien je vais mettre ces coordonnées ici à la place de x, y, z et je vais regarder si on trouve bien un paramètre qui nous donnerait ces coordonnées-là. Donc c'est parti. Coordonnées de I, 4, 4, 2. Est-ce que c'est égal à 6t pour 4? Est-ce que c'est égal à 6t pour 4? Et est-ce que c'est égal à 6 moins 6t pour 2. Donc ça, je l'efface, je l'avais marqué juste pour vous le rappeler. Et donc, on regarde s'il y a une solution à ce système. Donc, ce système est équivalent à dire que t est égal à 4 divisé par 6, ce qui fait 2 tiers. T égale 4 divisé par 6 à nouveau, ce qui fait donc 2 tiers. Jusqu'à là, c'est cohérent. Et pour le dernier ici, eh bien, 2 moins 6, ça donne moins 4. Donc ça va me donner moins 4 égale moins 6t, ce qui veut dire que t est à nouveau égal à moins 4 divisé par moins 6, c'est-à-dire 2 tiers. Donc finalement,
eh bien, le système a une solution qui est t est égal à 2 tiers. Et donc, ça veut dire tout simplement, donc I appartient à la droite DE. Voilà. Puisque, eh bien, il existe un paramètre t qui sort les coordonnées du point I quand on met cette valeur dans la représentation paramétrique de DE. On passe à la question suivante. Alors, dans cette question 3, on considère le triangle ABC. Alors, si vous voulez, on peut regarder sur la figure, hein, mais ça ne nous apporte pas grand-chose, si ce n'est une petite idée pour la question qui arrive. La question qui arrive, c'est déterminer la nature du triangle ABC. Donc, pour déterminer la nature du triangle ABC, donc déjà, les natures différentes de triangles qu'il peut y avoir. Hein, le triangle peut être rectangle, première chose à laquelle vous pouvez penser. Il peut être isocèle, il peut être équilatéral. Voilà. Donc ici, si on regarde la figure, on peut avoir une petite idée du fait que, en fait, il ne va pas être rectangle, hein, ce triangle. Ici, on ne voit pas trop où pourrait y avoir des angles droits. Par contre, on sent que peut-être que cette longueur de côté-là et cette longueur de côté-là sont égales, auquel cas, le triangle ABC serait isocèle en A. BC n'a pas l'air d'être égal aux deux autres longueurs, donc le triangle n'a pas l'air équilatéral. Bon, après, ça peut être juste un effet d'optique, hein, mais voilà. Donc, ici, on va calculer la longueur AB, la longueur AC, on va voir ce que ça donne. Et puis, on va regarder, du coup, comment est ce triangle. Alors, on est reparti avec le repère orthonormé, puisque le calcul de longueur dans un repère se fait dans les repères orthonormés. La longueur qu'on calcule, nous, elle est calculée à partir du produit scalaire. Et la formule qu'on sort de la forme analytique du produit scalaire, donc celle avec les coordonnées. Donc celle pour laquelle on a vraiment besoin d'être dans un repère orthonormé ici pour l'appliquer. Donc, on a besoin de quoi? On veut démontrer que le triangle ABC, en tout cas, il nous semble isocèle en A. Donc, on va calculer les longueurs AB et la longueur aussi AC. Alors, je vais détailler pour la longueur AB, j'irai un petit peu plus vite pour la longueur AC. Alors, pour calculer une longueur dans un repère orthonormé dans l'espace, il faut appliquer cette formule. Donc, hop, petite erreur là. Donc, racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, plus zb moins za au carré. Donc, il nous faut les coordonnées du point A et les coordonnées du point B qui nous sont données, comme tout à l'heure, dans le début de l'énoncé. Donc, on les a ici. Alors, ça nous donne coordonnées du point B, c'est 6, 4, 4. Alors, pour ne pas me tromper, alors peut-être que je vais quand même me tromper, mais pour ne pas me tromper, je complète d'abord toutes les coordonnées de B, après j'ai complété toutes les coordonnées de A, donc 0, 8, 6, 0, 8, 6, et ensuite je prends la racine carrée de ce nombre. Alors ce calcul, ça a donné la racine carrée de 6 au carré, plus moins 4 au carré, plus moins 2 au carré. Si on l'effectue, on obtient racine de 56. Alors, vous pouvez également dire que racine de 56, c'est 2 racines de 14, puisque 56, c'est 4 fois 14. Donc, on peut simplifier 2 racines de 14. Alors, ça ne nous sert pas à grand-chose, hein. Mais bon, c'est pour ceux qui aiment quand c'est toujours simplifié. Ensuite, on va calculer la longueur AC. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite, je vais appliquer directement. Alors, je pourrais faire exactement la même méthode, ou alors je peux même faire une autre méthode, parce qu'en fait, je pouvais calculer aussi différemment la longueur AB. Là, vous voyez que j'ai fait xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, comme si je ne connaissais pas déjà les coordonnées du vecteur AB. Si vous connaissez déjà les coordonnées du vecteur AB, et pas simplement les coordonnées de A et de B, vous pouvez aller plus vite que cette formule en prenant directement, en mettant ici les coordonnées du vecteur. Donc typiquement, le vecteur AC que j'ai calculé au début de l'exercice, il avait pour coordonnées 2, moins 4, moins 6. Donc directement, ça va me donner 2, moins 4, moins 6. Voilà, on peut faire ça en voyant la longueur AC comme la norme du vecteur AC. Puisqu'en fait, la soustraction qui est là, eh bien, ça donne exactement les coordonnées du vecteur qui se trouve ici, du vecteur AB. Voilà. Donc finalement, je peux faire ça. Et si je fais mon calcul, eh bien, je trouve aussi
2 racines de 14. Donc, ça me suffit à dire que le triangle est isocèle en A. Alors, si vous vous dites, bah oui, mais si ça se trouve, il est équilatéral, puisqu'il peut tout à fait être aussi équilatéral. Eh bien, je vous encourage à calculer le dernier côté, donc le côté BC. Vous verrez, ça ne fait pas 2 racines de 14. Et ceux qui pensent que le triangle est rectangle en un quelconque point, A, B ou C, eh bien c'est pareil, je vous encourage à calculer les produits scalaires qui correspondent pour voir s'ils valent 0 et si les triangles sont rectangles. Et vous allez voir que non. Donc vu que ça n'est pas le cas, je ne vérifie pas que ça n'est pas le cas, je m'arrête à ce que j'ai trouvé comme étant vrai, c'est-à-dire que le triangle ABC est isocèle en A. Donc voilà, je conclus AB égale AC, donc ABC sans les parenthèses, parce qu'il ne s'agit pas du plan, il s'agit du triangle, est isocèle en A. Ça nous amène à la question 3b, calculer l'aire du triangle ABC en unité d'aire. Alors, je vais avoir besoin de calculer l'aire d'un triangle. Alors, un triangle très particulier puisqu'il est isocèle, ce triangle. Alors, je vais tenter de dessiner un triangle isocèle, voilà, qui ne soit pas équilatéral. Donc, il est isocèle en A. Donc, par exemple, j'ai quelque chose comme ça. Dans un triangle isocèle, pour calculer l'aire, c'est comme dans tout triangle, eh bien, il faut que je choisisse un côté qui sera ma base, que je trouve la hauteur qui est associée au côté que j'aurais choisi et que je fasse base fois hauteur divisé par 2. Ici, très clairement, si le triangle est isocèle, ça veut dire que cette longueur est égale à celle-là, eh bien, il y a une propriété des triangles isocèles qui est que la hauteur ici issue de A, eh bien, le pied de la hauteur ici, il se trouve que c'est le milieu du côté opposé. Donc, le milieu de BC, alors est-ce qu'il a déjà un nom? Oui, il a déjà un nom, il s'appelle I. Et bien finalement, le milieu de BC, eh bien c'est le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC, puisque le triangle est isocèle. Et ça, c'est très pratique parce que ça veut dire que désormais, si je choisis comme base pour le calcul d'aire le côté BC, je peux choisir comme hauteur la longueur AI. Donc, très pratique ça. On va écrire tout ça. Donc, I, le milieu de BC est le pied de la hauteur issue de A. Et donc, eh bien, on peut calculer l'aire du triangle ABC. La formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base que je choisis, ça va être BC fois la hauteur qui va être AI. Et je vais diviser tout ça par 2. Alors, c'est bien sympathique, mais ces longueurs, je ne les ai pas. Je vais donc devoir les calculer. Encore une fois, j'ai besoin d'être dans un repère orthonormé pour utiliser la formule du calcul de la longueur. Je vais faire ici. Donc, j'efface ma figure, je le fais ici, et puis je vais finir mon calcul. Donc, BC, j'ai écrit le calcul. À chaque fois, c'est XC moins XB au carré, plus YC moins YB au carré, plus ZC moins ZB au carré. J'ai repris les coordonnées des points B et C qui m'étaient donnés au tout début de l'exercice. Ça me donne donc la racine carrée de moins 4 au carré, plus 0 au carré, plus moins 4 au carré. Et donc ça me donne la racine carrée de 32, c'est-à-dire 4 fois la racine de 2. Donc 4 racine de 2. Ensuite, j'ai besoin de AI. Alors AI, c'est pareil, je vais pouvoir le calculer puisque bien, je connais les coordonnées de A et que je connais les coordonnées de I. Je vous rappelle, on les avait calculées dans la question où on parlait de I, le milieu de BC, et c'était 4, 4, 2. Ça me donne donc ça. Et ça me donne du coup la racine carrée de 48, qui s'écrit aussi 4 racines de 3, puisque 48, c'est 16 fois 3. Donc voilà, j'ai ces deux longueurs. Je peux appliquer mon calcul. Donc, BC, 4 racines de 2. AI, 4 racines de 3. Le tout est divisé par 2. Ce qui donne du coup, alors, 4 divisé par 2. Donc, je peux simplifier. Ça va me donner 2. Donc, finalement, ça fait 2 racines de 2 fois 4 racines de 3.
Ce qui fait 2 fois 4, 8. Racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 2 fois 3, c'est-à-dire racine de 6. Donc finalement, l'aire du triangle ABC est égale à 8 racine de 6 unité d'aire, puisqu'on me disait en unité d'aire. Alors, l'unité d'aire, on écrit ça comme ça tout simplement parce que comme on n'a pas imposé d'unité au sens physique, c'est-à-dire de centimètres ou de mètres ou de décimètres, etc., eh bien, une longueur va s'exprimer en unité de longueur, donc on mettrait UL, et une aire va s'exprimer en unité d'aire. Voilà. Après, si on avait dit dans le repère, en fait, il est orthonormé, et puis la norme de I, la norme de G, la norme de K, eh bien, sont toutes égales à 1 cm, eh bien, finalement, l'unité d'aire, ça aurait été le centimètre carré. Mais à partir du moment où on n'a pas défini ça, on met unité d'aire, donc UA. Alors ensuite, question 3C, calculer AB scalaire AC. Bon, bête calcul de produit scalaire. Alors on a les coordonnées de AB et de AC, je vous rappelle, on les avait calculées dans la question 1A pour montrer que les points n'étaient pas alignés. Donc ça va être assez rapide avec la formule analytique en se plaçant dans un repère du coup orthonormé pour pouvoir l'utiliser. Donc dans le repère orthonormé OIJK, je vous rappelle ce qu'on avait trouvé pour AB. AB dans la question 1, on avait dit que c'était 6, moins 4, moins 2, ses coordonnées. Et le vecteur AC, je vous rappelle, les coordonnées, on avait dit que c'était 2, moins 4 et moins 6. Donc le produit scalaire, AB scalaire AC, formule analytique, j'ai le droit puisque je suis dans un repère orthonormé, c'est donc égal à 6 fois 2, plus moins 4 fois moins 4, plus moins 2 fois moins 6. Du coup, ça nous donne 6 fois 2, 12, moins 4 fois moins 4, 16, et 2 fois 6, 12 à nouveau. Donc 12 et 12, 24. 24 et 16, 40. Hop, 40 pour le produit scalaire de AB avec AC. Alors, on nous demande d'en déduire une mesure de l'angle BAC, arrondi à 0,1 degré. Bon, c'est parti. Donc, BAC, je vous rappelle, c'est l'angle du triangle ABC. Et c'est l'angle principal, enfin, c'est l'angle du sommet principal du triangle isocèle. Voilà. Donc, on veut estimer, on veut trouver une valeur arrondie de cet angle. On y va. Alors, bien sûr, on nous dit en déduire. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'il y a juste avant, c'est-à-dire le produit scalaire. Alors, tout d'abord, on demande d'utiliser le produit scalaire. En réalité, on aurait pu utiliser autre chose. Il y a certains élèves qui le font. Donc, A, B, C. Il y a certains élèves qui utilisent la trigonométrie qu'on voit au collège, en disant finalement si je veux l'angle BAC, je peux calculer l'angle qui est là. Par symétrie, puisque je suis dans un triangle isocèle, cet angle est égal à celui qui est là. Et donc, si je calcule celui-là, je ferai x2 et puis j'aurai ma réponse. Et pour calculer celui-là, eh bien, je peux utiliser la formule du cosinus qui dit que le cosinus de cet angle, eh bien, c'est comme je suis dans un triangle rectangle, c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc c'est égal à AI sur AB. Je ne vais pas faire directement cette formule, puisque moi, on me demande d'utiliser le produit scalaire, donc je vais plutôt aller là-dessus. Donc, je vais plutôt utiliser le fait que dans la question d'avant, j'ai calculé ce que valait le produit scalaire AB AC, et j'ai montré que ça valait 40. Mais en fait, j'ai d'autres expressions possibles du produit scalaire. Si je vais voir dans mon cours les autres définitions, il y en a d'autres, dont une avec un cosinus. Donc, si je regarde la définition avec le cosinus, eh bien, je sais que AB scalaire AC, c'est égal à la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la longueur AB, donc ça, je peux aussi le noter AB tout simplement, fois la norme du vecteur AC, ici, fois le cosinus de l'angle AB AC.
Voilà. Je peux utiliser cette définition, qui est une autre manière de calculer le produit scalaire. Donc en fait, je sais que le résultat de tout ça, c'est 40. Voilà. Bon, je vais utiliser la norme de AB, la norme de AC et le cosinus. Alors la norme de AB et la norme de AC, je les connais déjà. C'était les fameuses longueurs des côtés qui formaient mon triangle isocèle ABC. Et donc je vous rappelle que ces deux côtés mesuraient 2 racines de 14. Voilà, donc je me le note, fois cosinus de l'angle donc ABAC, c'est-à-dire l'angle BAC, celui qui est appelé, voilà, si on reprend les notations de l'énoncé. Et donc, ça nous donne ici 2 fois 2, 4, fois racine de 14 fois racine de 14, donc c'est égal à 14, fois le cosinus de l'angle que je cherche, BAC, et ici, donc 4 fois 14, eh bien, ça fait 4 fois 10 plus 4 fois 4, donc ça va nous faire 56. Donc ça fait 56 fois le cosinus de l'angle que je cherche, BAC. Voilà, donc ça c'est AB scalaire AC. Mais AB scalaire AC, je sais que ça vaut 40, puisque je l'ai montré dans la question précédente. Donc ça, je vais le dire. Donc deuxième point. Ici, ABAC est égal à 40 d'après la question qui s'appelait 3C. Voilà. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que 56 cos de BAC, c'est égal à 40. Donc, 56 cos de BAC égale 40. Et ça, c'est équivalent à dire que le cosinus de BAC, eh bien, c'est égal à 40 sur 56. Et donc, si je connais le résultat d'un cosinus, je peux trouver une valeur de l'angle à l'intérieur. Donc, je vais utiliser la touche arccos ou cos-1 de ma calculatrice. Je vais bien faire attention, hein, on m'a demandé en degrés, donc je mets bien ma calculatrice en degrés. Et donc je vais faire arccos ou cos-1 de 40 sur 56. Et je trouve environ, puisque je dois arrondir à 0,1 degré près, eh bien je trouve 44,4. Je laisse le 4 puisqu'après c'est suivi d'un 1. Voilà pour cette question 3D, question très classique qui est vraiment indiquée dans le programme. Le calcul d'angle à partir du produit scalaire eh bien, est noté dans le programme, donc il faut vraiment savoir faire cette question. On passe à la toute dernière question. Alors, on considère le point H de coordonnées 5 tiers, 10 tiers, moins 5 tiers. Montrer que H est le projeté orthogonal du point O sur le plan ABC et en déduire la distance du point O au plan ABC. Donc il faut montrer que le point H qu'on vient d'inventer, c'est le projeté orthogonal du point O sur le plan ABC. Alors comme d'habitude, il y a des méthodes différentes pour trouver les coordonnées du projeté du point O dans le plan ABC. Donc déjà, définition du projeté orthogonal du point O sur le plan ABC, eh bien c'est le point ici. Un projeté orthogonal, c'est un point d'intersection. Entre quoi? Entre la droite qui passe par O et qui est orthogonale au plan. Cette droite, je pourrais l'appeler delta. Et le plan. Donc en fait, la question, c'est est-ce que le point H qu'on nous a indiqué se trouve bien ici? Alors, il y a plusieurs manières de faire. La première manière de faire, peut-être la plus jolie, entre guillemets, ce serait de chercher les coordonnées du projeté orthogonal de O sur le plan ABC et de se rendre compte qu'en fait, ce sont les coordonnées qu'on nous a données dans l'énoncé, les coordonnées 5 tiers, 10 tiers et moins 5 tiers. Voilà. Donc, on pourrait dire, on appelle H le projeté orthogonal et H, H a bien les coordonnées qui sont données dans l'énoncé. Sinon, autre manière de faire, puisqu'on vous donne les coordonnées de H, c'est de regarder si H correspond bien à cette définition. Donc, est-ce que la droite qui passe par O et par H est bien orthogonale au plan? Et est-ce que H est bien dans le plan? Dans ce cas-là, H sera bien l'intersection
de la droite qui passe par O, qui est orthogonale au plan, et avec le plan. Voilà. Donc, si jamais vous prenez le parti de dire je vais prendre OH et je vais regarder si déjà le vecteur OH est un vecteur normal du plan, eh bien, ok, mais après, il faudra quand même vérifier que le point H qu'on vous a donné appartenait au plan. Sinon, vous pouvez faire ce qu'on a dit, la méthode 1, c'est-à-dire de calculer les coordonnées du projeté orthogonal de O sur le plan et de voir si c'est bien celles qui sont données dans l'énoncé. Alors, je vais faire la méthode que j'ai vue sur le plus de copies parce que je me dis que du coup, c'est peut-être la manière avec laquelle vous pensez le plus facilement. Donc, je vais montrer que OH est bien orthogonal au plan ABC et après, je vais montrer que H appartient bien au plan ABC. Alors, déjà, est-ce que OH est bien orthogonal, un vecteur normal du plan? Alors, on pourrait calculer les coordonnées de OH. Alors ici, comme O, c'est l'origine du repère, ses coordonnées sont 0, 0, 0. Donc quand j'écris OH, en fait, je vais me retrouver avec l'abscisse de H moins 0, l'ordonnée de H moins 0, et du coup la cote de H, donc moins 5 tiers, moins 0. Vous voyez finalement, pas beaucoup de suspense. OH, ses coordonnées sont les coordonnées du point H. 5 tiers, 10 tiers, moins 5 tiers. Donc la question c'est, est-ce que ce vecteur-là, OH, est un vecteur normal au plan? Pour savoir si c'est un vecteur normal au plan, eh bien, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous dites que le plan, c'est le plan ABC et que du coup, on connaît déjà un vecteur normal, qui était le vecteur n de tout à l'heure de début d'exercice. Et dans ce cas-là, il va falloir montrer que OH est un vecteur qui est collinéaire au vecteur n. Et dans ce cas-là, ça voudra dire que OH est bien un vecteur normal du plan. Ou sinon, vous faites comme on avait fait pour n. Pour n, on avait vérifié le produit scalaire avec les vecteurs AB et AC qui dirigent le plan ABC qui ne sont pas collinéaires. On avait montré que n est orthogonal à ces deux vecteurs-là. Donc, soit on montre que OH est orthogonal à ces deux vecteurs-là, soit on montre que OH est collinéaire à n. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, n, je vous rappelle les coordonnées qu'on nous avait données en début d'exercice. C'était 1, 2, moins 1. Alors, soit vous vérifiez qu'ils sont collinéaires, soit vous remarquez qu'en multipliant les coordonnées de l'un par quelque chose, on obtient les coordonnées de l'autre. Alors, je m'aperçois que si je prends les coordonnées de n et que je multiplie tout par 5 tiers, eh bien, ça va faire 1 fois 5 tiers, 5 tiers, 2 fois 5 tiers, 10 tiers, et moins 1 fois 5 tiers, moins 5 tiers. Donc, je m'aperçois que OH, en fait, c'est 5 tiers fois le vecteur n. Donc, je peux dire, on remarque que, eh bien, OH, c'est 5 tiers du vecteur n, ce qui veut dire que OH et n, eh bien, sont finalement collinéaires, et donc OH est un vecteur normal au plan. Voilà, OH et n sont collinéaires, donc OH est normal au plan ABC. Donc, maintenant, ça ne veut toujours pas dire que le point H, c'est le projeté orthogonal, puisqu'il se pourrait très bien qu'on ait le point O par ici et que le point H soit par là. On aurait bien un vecteur OH qui serait collinéaire au vecteur n. On aurait bien la droite OH qui serait du coup orthogonale au plan, mais pour autant, H ne serait pas le projeté orthogonal. Donc maintenant, il faut vérifier que H appartient bien au plan ABC. Et ça tombe bien parce qu'on a une équation cartésienne du plan ABC qu'on a calculée tout à l'heure. Donc pour rappel, on avait calculé une équation cartésienne de ABC. On avait trouvé x plus 2y moins z moins 10 égale 0 comme équation cartésienne. Donc, on va l'utiliser. Pour savoir si le point H appartient au plan, il faut regarder si les coordonnées du point H vérifient cette équation qui est inscrite ici.
Donc je vais prendre les coordonnées de h et je vais les mettre à la place de x, y et de z. Si jamais ça me donne 0, ça veut dire que les coordonnées du point h vérifient l'équation et que donc h appartient au plan. Et si jamais ça me donne autre chose que 0, ça veut dire que les coordonnées du point h ne vérifient pas l'équation et que donc le point h n'appartient pas au plan ABC. Donc, xh plus 2yh moins zh moins 10. Donc, vous voyez, je ne dis pas tout de suite que ça fait 0. Si ça se trouve, ça ne fait pas 0. Donc, je remplace. On avait dit xh, c'est 5 tiers. Donc, je reprends vraiment les coordonnées hein, du point h ici. 5 tiers, 10 tiers, moins 5 tiers. Plus 2 fois 10 tiers, moins 5 tiers, moins 10. Je calcule ce que ça fait. Donc 5 tiers plus 2 fois 10 tiers. Donc 2 fois 10 tiers, ça fait 20 tiers. 20 tiers plus 5 tiers, ça fait 25 tiers. 25 tiers moins 5 tiers, donc plus 5 tiers. Donc 25 tiers plus 5 tiers, on en est à 30 tiers. 30 tiers, ça fait 30 divisé par 3, ça fait 10. Et 10 moins 10, ça donne bien 0. Donc, les coordonnées de h vérifient l'équation de ABC. Donc, ça veut dire que h appartient au plan ABC. Et donc, ça veut dire que h, finalement, est bien le projeté orthogonal de O sur ABC, puisqu'il vérifie cette condition et celle-là. Et donc, il nous reste la fin de la question. Hein. La fin de la question, c'est en déduire la distance du point O au plan ABC. Alors, quand vous avez un plan ABC, quand vous voulez la distance d'un point qui n'est pas dans le plan au plan, eh bien, en fait, la distance, elle est égale à la distance qu'il y a entre le point et le projeté orthogonal du point sur le plan, qui ici s'appelle h. Donc, en fait, on veut la distance OH. Donc, la distance OH, c'est la racine carrée de, c'est toujours la même formule, hein. Alors, puisqu'on a déjà calculé les coordonnées du vecteur OH, on peut simplement les reprendre en les mettant au carré, en les additionnant. Donc, il y a 5 tiers. Ça, c'est l'abscisse de OH qu'on a calculé juste avant. Vous rembobinez de 30 secondes, vous aurez les coordonnées de OH qui vont s'afficher. Plus 10 tiers au carré, plus moins 5 tiers au carré. Donc ça, vous pouvez faire les calculs. Hein. Ça va donner la racine carrée de... En dessous, on va l'avoir 50 tiers. Et donc ça, on peut l'écrire sous cette forme-là. Et donc ici, hein, c'est unité de longueur, puisqu'on n'avait pas imposé d'unité au sens centimètre, mètre ou quoi que ce soit. Voilà. Ça y est, on en a fini avec ce sujet. Donc vous voyez, c'est beaucoup de questions qui reviennent. La géométrie en espace, il faut en faire beaucoup, histoire d'être le moins surpris possible le jour de l'épreuve. Je vous encourage à aller voir les autres sujets. Il y en a au moins une dizaine qui sont déjà corrigés sur la chaîne YouTube et donc aussi sur le site. Vous allez voir sur monbackenmaths.fr. Vous allez trouver directement les sujets avec le lien vers la vidéo qui correspond et tout est rangé par thème. Donc au moins, vous trouverez tout. Voilà. À bientôt.